Bienvenue au collège François Rabelais de l'Escarène dans l'espace d'art à l'exposition Femmes de combat, combat de femmes qui retrace l'évolution de la condition des femmes à travers le temps et qui présente les violences sexistes et sexuelles et la lutte contre ces violences. Tout est parti, je dirais, de ce que l'on fait habituellement en classe en éducation à la sexualité. Quand on a des remarques de la part des élèves sur « oh, sa tenue, elle l'a bien cherché » ou ils sont mariés, donc elle ne peut pas dire non. Et tous les ans, nous travaillons dessus avec ma collègue et cette année, nous avons voulu aller plus loin. Donc nous avons travaillé en 3 sessions. Une première session, donc la semaine du 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc avec une activité autour des violences sexistes et sexuelles, sur le sexisme ordinaire. Donc un débat en classe. Les élèves ont eu à rechercher parmi une galerie de 42 portraits une personnalité qui a fait évoluer la condition des femmes. Ça va de Christine de Pisan qui en 1400 écrivait dans la Cité des Dames que toutes les femmes devaient avoir droit à l'éducation, à Emma Watson qui pour l'ONU fait le discours pour l'association E4She, en passant par l'inventeur de la machine à laver électrique qui a libéré les femmes de cette tâche ménagère, à Gisèle Halimi qui a été une avocate qui a défendu des femmes violées qui avaient avorté, qui a lutté pour la dépénalisation de l'avortement, à des femmes comme Simone Veil, à Simone de Beauvoir, ou des hommes comme Lucien Neuwirth qui a légalisé la contraception en France, ou Grégory Pincus qui a été l'inventeur de la pilule justement. Après ça, ils ont eu aussi à rechercher une première femme, donc première femme dans une spécialité. Malheureusement, la liste est plus que exhaustive. Je disais tout à l'heure qu'elle pouvait être trop nombreuse, puisque malheureusement, il y a de trop nombreuses femmes dans quelque chose, puisque les hommes sont très souvent passés avant. Et donc, ils devaient chercher à chaque fois la date pour la femme, la comparaison avec la date pour l'homme. Et on voit très souvent qu'il y a des écarts énormes entre les deux. On prend l'exemple de la première rectrice d'académie, 1970 et quelques, qui est le premier homme, 1809. Donc nous avons la même chose pour les médecins, pour la police, pour les aviatrices, pour les réalisatrices, pour les femmes en politique, donc un énorme écart. Ils ont eu ensuite à réaliser une affiche, donc soit renverser les codes, soit lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et leurs travaux sont vraiment d'une qualité exceptionnelle et correspondent vraiment au thème et ils se sont inspirés de ce qu'ils ont vu dans l'exposition. Et la dernière partie du travail a été faite la journée du 8 mars, donc journée internationale des droits des femmes, justement sur l'évolution des droits des femmes, le féminisme. Alors certes, ce sont des thèmes qui peuvent dépasser l'éducation à la sexualité et les SVT, mais qui nous paraissent importants de traiter de manière à faire évoluer les mentalités et faire évoluer nos élèves. Nous commençons la visite par un roman graphique, le manifeste des 343 de Laffitte, Strag et Dufaux, qui retrace la genèse du manifeste des 343 paru dans le Nouvel Observateur. Il faut avoir en tête qu'à ce moment-là, début des années 70, entre 300 et 500 femmes et hommes étaient condamnés tous les ans pour des avortements illégaux, soit pour les avoir subis, soit pour les avoir réalisés. Et donc en 1970, une journaliste du Nouvel Observateur, Nicole Munchnik, décide de s'intéresser au sujet et va donc se rapprocher des mouvements féministes et ce que l'on appelait à l'époque des faiseuses d'anges pour pouvoir illustrer son dossier sur justement la condition des femmes, l'avortement. Et donc petit à petit, elle va donc se rapprocher des mouvements féministes qui vont prendre contact avec Simone de Beauvoir, philosophe française. Et Simone de Beauvoir va accepter de rédiger pour le mouvement féministe un manifeste, qui sera donc le manifeste des 343, dans lequel des femmes reconnaissent avoir subi un avortement. Il faut donc bien avoir en tête qu'à cette époque, elles encouraient une peine de prison, puisque c'était illégal. Et ce manifeste va être signé par 343 femmes,
connus ou anonymes, mais personnalités comme Catherine Deneuve, comme Gisèle Halimi, comme Simone de Beauvoir elle-même, alors qu'elle n'a jamais avorté, qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Yvette Roudy, qui deviendra plus tard ministre du droit des femmes, et des personnages, des personnes inconnues, comme la babysitter de Nicole Muchny, qui est en fait, on va dire, un fil rouge de l'histoire, puisqu'elle-même va subir un avortement et justement se retrouvera stérile suite à des complications. À cette époque aussi, il faut avoir en tête qu'énormément de femmes décédaient des suites d'un avortement clandestin. En 1971, en avril, donc le Nouvel Observateur va publier le manifeste des 343 avec les signatures et la liste des Françaises qui ont le courage de reconnaître qu'elles se sont faites avorter. Une semaine plus tard, Charlie Hebdo, voulant tacler Michel Debré, va faire sa une en titrant donc « Qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l'avortement ?» Et une sociologue faisait remarquer qu'il était quand même assez éloquent et parlant que l'épithète salope, donc misogyne et machiste, soit resté dans l'inconscient par rapport au manifeste, qui ne s'est jamais initialement appelé le manifeste des 343 salopes. Par la suite, 1972, procès de Bobigny, Marie-Claire, jeune femme de 19 ans, est violée, se fait avorter et elle comparait pour avortement illégal avec sa mère, la faiseuse d'ange et deux amis de sa mère. Gisèle Halimi décide d'être son avocate et de faire de ce procès un procès politique afin de pénaliser le viol. Elle dit dans une interview que les violeurs auraient peut-être une approche différente si les gens savaient ce qu'ils avaient fait quand ils rentraient dans leur village. Et donc, ce qui a permis par la suite, bien évidemment, de pénaliser le viol. Elle s'est aussi investie dans la légalisation de l'avortement. Et donc, nous avons là une œuvre faite par des élèves du collège Giono dans l'atelier nature de monsieur et madame Chabot, qui représente donc le portrait de Simone Veil, qui est donc à l'origine de la loi qui porte son nom sur la légalisation de l'avortement en début d'année 1975. Et tout récemment, pour les 50 ans du manifeste des 343, 343 femmes ont à nouveau signé un manifeste demandant l'allongement des délais légaux d'avortement suite à tous les soucis que les femmes peuvent rencontrer lorsqu'elles désirent se faire avorter. Nous avons ensuite une série d'illustrations faites par Fanny Vella, illustratrice lyonnaise, donc pour Nous Toutes Lyon, qui a redonné pour une vingtaine de féminicides un prénom, un visage, une histoire. Et donc elle a appelé Derrière les chiffres. Série poignante où tous les âges, je dirais, sont représentés. On part, donc il a fallu choisir, de la jeune Léa de 14 ans qui se suicide parce qu'elle est harcelée et qu'elle ne sait pas comment faire, à deux jeunes femmes qui sont assassinées par leur conjoint et un conjoint récidiviste dans un cas, à ce que l'on appelle désormais une senior de un peu plus de 60 ans qui est tuée par son conjoint. Et donc, voilà, elle redonne malheureusement à ces chiffres que l'on a tous les jours de féminicide. Elle a aussi réalisé le dessin, on va mettre ça sur le compte des hormones, qui représente 17 femmes fortes, hein, un homme qui élève la voix et qui dit sa manière de penser, cela paraît très bien. Une femme qui va dire ce qu'elle pense et qui va porter ses idées. On va mettre ça sur le compte des hormones où, bien évidemment, elle est hystérique. Donc, elle représente, hein, on va d'Olympe de Gouges qui a signé la Déclaration universelle des droits de la femme et de la citoyenne, à dernièrement Adèle Haenel qui s'est insurgée lors des Césars, en passant par Hubertine Auclair, mère, on va dire, des suffragettes françaises, George Sand, Simone de Beauvoir, Simone Veil, toutes ces femmes qui ont œuvré soit pour la condition des femmes, soit qui, par exemple, comme Greta Thunberg, portent un discours fort tout en étant une femme ou une adolescente. Nous avons de part et d'autre deux illustrations de la paternité et de la maternité, hein, là aussi sur les inégalités de traitement. Un homme, il ne peut être que mature et responsable quand il a des enfants.
une femme qui est maman, est-ce qu'elle aura assez de temps à consacrer au poste et elle va être souvent absente. Nous voici donc devant des séries d'Alessandro Palombo, artiste italien, qui, à travers ses détournements de personnalités réelles ou fictives, va permettre de prendre conscience des violences faites aux femmes et de les dénoncer. Nous avons en haut la série Life can be a fairy tale if you break the silence, donc la vie peut être un conte de fées si l'on brise le silence, avec des personnalités hollywoodiennes, Emma Watson, qui par ailleurs est ambassadrice pour l'ONU de l'association He4She, Angelina Jolie, Kirsten Stewart et Madonna. En dessous, nous avons la série, nous allons dire des princesses Disney, donc des personnages de dessins animés, Blanche-Neige, Marge Simpson, Olive et Jasmine d'Aladin, qui portent toutes le visage sur une affiche de leur compagnon et donc traité de coward, donc de lâche puisqu'il les a frappés. Nous retrouvons dans le haut de Coward le ruban blanc de la lutte contre les violences faites aux femmes. D'autres séries Disney ont été faites pour sensibiliser au handicap, pour sensibiliser au cancer du sein. Et dernièrement, une série autour des Simpsons, transposée à Auschwitz pour faire prendre conscience de l'Holocauste. Et en bas, la série Just Because I'm a Woman, donc juste parce que je suis une femme, à la fois pour interpeller les politiques sur la nécessité de réagir sur les violences sexistes et sexuelles, et aussi pour bien montrer aux gens que cela peut arriver à n'importe quelle femme. Donc nous avons des femmes politiques et deux politiques, Brigitte Macron, Michelle Obama, Brigitte Macron, Angela Merkel et Alessandria Ocasio-Cortez. Cette série est depuis peu entrée dans les collections d'art du Louvre au mois de mars. Il m'a paru intéressant de contacter des femmes politiques qui, par leur fonction, ont été amenées à justement travailler sur la condition des femmes. Et donc, j'ai contacté un certain nombre de ministres des droits des femmes, Nicole Hamelin, Najat Vallaud-Belkacem, Elisabeth Moreno, et une députée, Alexandra Louis, députée des Bouches-du-Rhône, qui a été rapporteure de la loi Schiappa sur les violences faites aux femmes et qui a récemment mené la mission d'évaluation de la même loi. Et donc voici deux témoignages de Najat Vallaud-Belkacem, donc ministre des droits des femmes, puis ministre de l'Éducation nationale, et témoignage d'Alexandra Louis, donc rapporteur de la loi Schiappa. Donc un montage graphique du point du féminisme, avec un titre en clin d'œil, Vénus marque un point. En dessous, nous avons un slam d'un auteur québécois, David Goudreau, donc Lettre au petit gars, qui veut faire comprendre aux jeunes que la masculinité, le virilisme, c'est certes quelque chose, mais que ça ne peut pas être un langage. Et l'idée donc de bien faire comprendre que l'égalité femmes-hommes passe d'abord par l'éducation des garçons, de manière à ce qu'ils ne se comportent pas n'importe comment avec les femmes, en les frappant, en les insultant, parce que c'est indispensable. Nous avons donc là la série des Effrontés d'Agnès Genepin, série faite à l'encre de Chine puis décolorée, qui représente des femmes, on va prendre l'expression consacrée, des femmes fortes, des femmes de combat, des femmes de conviction, qui ont été importantes soit par leur action, soit juste, nous dirons, par leur manière d'être. Nous avons donc en premier Péché 7, donc c'est pour le coup une vue d'artiste, puisque c'est une femme médecin du temps des pharaons, moins 2007. Donc convenu de dire que c'est la première femme médecin. Nous avons donc ensuite Eddie Lamar, actrice, connue comme femme fatale dans les films des années 40. Mais on sait moins qu'elle a été une inventrice de génie. En 1941, elle codépose un brevet de brouillage et de détection des ondes qui, pour elle, pouvait permettre de protéger les navires américains des torpilles allemandes. Donc brevet qui n'a quasiment jamais été utilisé, l'armée américaine pensant qu'il était inutilisable. En revanche, il a été depuis repris puisqu'il sert de base au GPS et au Wi-Fi.
Voilà, un certain nombre d'hommes peuvent se targuer d'avoir inventé Apple, Twitter ou Facebook, mais rien ne serait possible sans l'invention d'Eddie Lamar qui, elle, a, on pourrait dire, inventé le Wi-Fi. Nous avons ensuite Marie Curie, femme de génie. Alors non pas femme en tant qu'épouse, mais femme en tant qu'être, puisqu'elle est prix Nobel de physique, puis prix Nobel de chimie. Elle est la première femme à avoir 2 prix Nobel. Elle est la seule personne à avoir 2 prix Nobel en 2 disciplines différentes. Il faut avoir en tête qu'en physique, elle est donc la première femme à avoir un prix Nobel. La deuxième femme à avoir un prix Nobel de physique, c'est 60 ans plus tard. Et il faut attendre encore quasiment 60 ans pour avoir à nouveau des femmes, pour avoir un prix Nobel de physique. Donc elle s'est énormément investie aussi dans son pays d'origine pour l'éducation des jeunes filles, en Pologne. Elle a œuvré pendant la Première Guerre mondiale avec ses inventions pour la radio, la radiologie, pour permettre à sauver énormément de vies grâce à ça. Nous avons enfin Amelia Earhart, aviatrice, première femme à avoir traversé l'Atlantique en avion et mystérieusement et tragiquement disparue en mer de Chine lors d'une mission de reconnaissance vers le Japon. Donc nous avons ici des œuvres de l'artothèque du Collège Port-Olympien. Le Collège Port-Olympien possède une collection d'œuvres d'art qui, par convention, sont disponibles pour les établissements, les collèges, voire même pour les élèves du Collège Port-Olympia. Et donc nous avons ici une série de 3 œuvres de Marcel Alocco, avec en premier lieu hommage à la première militante féministe, l'œuvre qui apparaît en bleu. Et nous avons à côté une toile d'Aurélie William Levaux, intitulée SOS, et nous retrouvons un certain nombre d'expressions que pourraient utiliser nos élèves envers leurs camarades féminines. Donc voici un dessin de presse de Winx, donc dessinateur de presse, qui fait écho à la campagne Balance ton porc sur le harcèlement sexuel avec donc Balance ton pied. Winx a fait un certain nombre d'œuvres pour défendre des valeurs féministes et lutter contre les inégalités, que ce soit la lutte contre le plafond de verre, la lutte contre les inégalités salariales, contre le sexisme ordinaire. Voilà 6 citations féministes illustrées par des élèves de 4e, enfin 5 plus 1, puisque nous avons la citation de notre Victor Hugo national, qui gentiment écrit que dans la bouche d'une femme, non n'est que le frère aîné de oui. Nous sommes donc là très loin de la notion de consentement et de ce que l'on peut apprendre à nos élèves. Marianne, figure symbolique de la République française, avait toute sa place dans l'exposition. Elle arbore le ruban blanc des luttes contre les violences faites aux femmes et est encadrée par des têtes de la Dame de Brassempouy. Donc, première représentation d'un visage humain, moins 21 000 ans. Et pour le coup, c'est un visage féminin et donc la Dame de Brassempouy est devenue un des symboles du visage féminin. Cette vitrine se veut ludique. Elle aborde le féminisme et l'évolution de la condition des femmes à travers les jeux de société ou le cinéma et les comics. Nous avons tout d'abord un jeu de société qui date de 1910, Suffraghetto, qui n'existe plus de manière commercialisée, et dont un exemplaire perdure dans une bibliothèque universitaire en Grande-Bretagne. Donc il fait référence aux luttes des suffragettes anglaises, donc justement dans les années 1910. Donc les suffragettes en vert sont représentées en vert et doivent atteindre le Hall of Commons, protégés par des policiers représentés par les pions noirs, eux-mêmes devant atteindre le Albert Hall, lieu où se réunissaient les suffragettes. Nous avons en dessous le jeu Zombicide, donc un jeu actuel, un jeu de plateau et de figurines. L'idée de l'avoir mis là est que les personnages féminins sont aussi puissants et ont des pouvoirs aussi puissants que ceux des personnages masculins, contrairement à ce qu'on pourrait avoir des fois dans certains jeux. Nous avons ensuite le jeu Chronie, les femmes célèbres, donc qui ressemble à un timeline, où il faut organiser de manière chronologique les femmes célèbres. Nous avons la première cosmonaute russe, nous avons Marie Curie, Rosa Parks,
Simone de Beauvoir, Suzanne Lenglen et puis bon, bien d'autres. Nous avons enfin un jeu, pour le coup, totalement anti-féministe, tantôt couré, puisque le but du jeu est de faire sa main de cartes donc sur lesquelles sont représentées des soubrettes en tenue légère et hyper sexualisée. Et ça fait écho à des remarques que l'on peut avoir de la part des élèves. Quand une élève a travaillé sur les affiches qu'ils ont eu à faire, elle a certainement dû vouloir travailler sur les écoliers et elle m'a posé la question en classe en me disant « Monsieur, je ne comprends pas, quand on tape écolier, on trouve un garçon avec un sac à dos. Et quand on tape écolière, et donc j'ai même fini sa phrase en lui disant qu'elle était certainement tombée sur des jeunes demoiselles en petites jupes plissées et aux formes avantageuses. Et donc elle m'a répondu oui, et donc bon, je lui ai expliqué que malheureusement on était dans le fantasme, là pour le coup japonais, de la petite écolière en tenue. Nous avons ensuite donc Wonder Woman, première super-héroïne créée en 1941 par Marston, qui était psychologue, et qui a eu la volonté de créer une super-héroïne féministe, qui n'avait pas besoin des hommes, et qui n'était pas hyper sexualisée. C'est-à-dire que certes, on reconnaît que c'est une femme, certes, elle a des formes féminines, mais ce n'est pas ça qui, en premier lieu, va lui permettre de se battre, puisqu'elle ne s'en sert jamais pour gagner ses combats. Nous avons ensuite Ripley. Donc nous sommes dans le cinéma de science-fiction, et globalement, jusqu'à présent, donc jusque dans fin des années 70, il y a deux archétypes du personnage féminin, de l'héroïne. Soit la gentille héroïne qui sert de faire valoir au héros, on peut penser à la compagne de combat de Flash Gordon, ou alors l'héroïne hyper sexualisée, telle que Barbarella au début des années 70. Et donc Ripley change complètement l'approche. Elle n'est pas hyper sexualisée, elle deviendra pilote, elle va être commandant de la mission, elle va combattre. Elle va être la seule à survivre à la fin des 2 épisodes. Donc c'est une approche totalement différente de l'héroïne féminine dans un film de science-fiction. Au niveau des séries, Buffy aussi renouvelle le genre totalement, puisqu'elle est présentée comme étant la seule à pouvoir les battre, à pouvoir combattre les forces du mal. Elle n'est pas la jeune fille évaporée et sans défense qui se ferait tuer par un vampire, puisqu'elle va les combattre et les tuer. Le personnage masculin proche d'elle est plutôt dans un genre très lourd et très peu avantageux pour l'héroïne. Et en plus, tout au fil des saisons, un certain nombre de thèmes vont être abordés de manière importante. La maladie, le deuil, le viol, les violences sexistes et sexuelles. Donc, Buffy, par tout cela, renouvelle le genre. Nous finissons par Korra, donc animé américain de la chaîne Nickelodeon, donc qui est la suite du Dernier Maître de l'air, qui donc représente une héroïne qui donc va posséder des pouvoirs, puisqu'elle maîtrise les éléments. Donc elle n'est absolument pas l'archétype de la Magical Girl, pour le coup habituellement représentée de manière très sexualisée et que l'on pourra voir très facilement en grande partie dénudée lors des transformations entre la petite fille adolescente et la super-héroïne. Korra n'est jamais vue nue, ou les rares fois où on la voit torse nu, elle est de dos et habituellement en train de se faire soigner. Elle va se battre, elle va aller au combat. Et donc, elle est totalement à l'envers des Magical Girls avec leur poudrier et leur sceptre magique. Il faut savoir qu'au moment où la série est sortie, Nickelodeon pensait ne faire qu'une saison, pensant que les garçons ne pourraient pas s'identifier à un personnage féminin. Bon, apparemment, ils se sont un peu trompés puisque la série a duré 4 saisons. Nous voici donc sur la dernière vitrine de l'exposition. Un grand merci à Monsieur Marie, collègue d'Histoire-Géographie, pour les prêts de sa collection de bandes dessinées qui montre en fait l'émancipation des personnages féminins dans la bande dessinée. Pendant très longtemps, donc milieu machiste, misogyne, les femmes étaient, comme à peu près partout, cantonnées au métier, à la mère de famille, au métier subalterne, et surtout pas au rôle important, au rôle d'héroïne. Et en plus, les aventuriers, les policiers étaient réservés aux hommes.
Et donc nous avons ici une présentation de quelques bandes dessinées où l'héroïne est une femme. Que ce soit une représentation dans une BD fantastique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale où l'héroïne est en fait à lettrée et Eddie Lamar, à l'impératrice des pirates, en passant par une uchronie où donc Mondo Reverso, monde totalement renversé dans les westerns, où c'est la femme qui fume, qui va au saloon, qui a le Stetson, qui a les armes, et donc l'homme, comme on le voit sur la couverture, relégué au rang d'homme au foyer. Nous avons une héroïne humanitaire, une héroïne espionne. Nous avons aussi, basé sur des faits réels, une bande dessinée sur les femmes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, convoyaient les avions des usines de fabrication vers le front, alors qu'elles étaient interdites de front, justement.